Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Inside Digital Revolution, le podcast du MBA DMB. Aujourd'hui, je reçois Lucie Soulard, qui est cofondatrice de Bonjour Lucie, qui est cofondatrice de la startup Place to Swap avec Estefania Larrañaga et qui est co-auteure du livre Le retail face aux nouveaux modes de consommation, dont on va parler aujourd'hui. Alors Lucie, en quoi le digital bouleverse aujourd'hui l'industrie du retail ? Alors, le digital a complètement bouleversé des choses qui étaient établies depuis des siècles. Depuis des siècles, le retail, en fait, la distribution, c'était un rapport descendant entre un vendeur et un acheteur. Donc, pendant, encore une fois, des siècles, ce rapport a été uniquement transactionnel, sans que le consommateur ait son mot à dire sur le type de produit qu'on allait lui proposer. Le premier bouleversement qu'a connu le retail, c'est l'arrivée du e-commerce au début des années 2000. En fait, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés, qu'on appelle les pure players, qui ont complètement rebattu les cartes et ont établi les nouvelles règles du jeu. On était de plus en plus, on était quasiment uniquement drivé par le prix, donc on recherchait le produit le moins cher. Ils ont redonné des règles sur les délais de livraison et en quelque sorte ont un peu mal habitué le consommateur qui s'attend à avoir tout de suite des produits peu chers, rapidement. La qualité n'était pas toujours au rendez-vous, mais ça a modifié de manière durable leur relation avec le produit. Et donc, les retailers traditionnels ont dû s'adapter. Quand ils se sont rendus compte que c'était pas un phénomène isolé, mais que c'était quelque chose qui était amené à grossir, ils ont dû progressivement se mettre eux aussi au e-commerce. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, certainement parce qu'ils n'y croyaient pas, cette partie e-commerce était faite par des tiers. Ils ne le géraient pas en direct. Et puis à la fin des années 2000, début des années 2010, on dit en fait c'est pas quelque chose d'isolé, donc c'est un intérêt que je l'intègre à ma stratégie globale de marque et que de même que j'ai une stratégie magasin, je dois avoir une stratégie e-commerce parce que ça me permet de compléter mon business et aussi de drainer une cible plus large qui est de plus en plus digitale. Donc, obligation pour les retailers d'intégrer encore une fois pleinement cette stratégie digitale à leur stratégie globale de développement. Et ensuite, il y a eu vraiment une accélération qui s'est faite avec l'arrivée du mobile. Donc là, c'est début 2010, où la mobilité a fait que le consommateur avait dans sa main la télécommande qui lui permettait de commander à tout instant et à toutes les étapes de son parcours d'achat. Et ça a donc obligé tous ces distributeurs à devenir ce qu'on appelle omnicanal, c'est-à-dire d'avoir une offre qui était la même online et offline et qui les a obligés à avoir une offre fluide, ce qu'on appelle fluide et sans couture, tout le long du parcours consommateur. Alors justement, ça change ce parcours consommateur finalement. Oui. Très concrètement, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, quand je suis en magasin et que je repère un produit en ligne, je vais m'attendre à ce que la marque, l'enseigne, me propose le produit soit directement, soit par exemple me le livre chez moi s'il n'est plus disponible à l'instant T. Donc ça, on appelle à ce moment-là, c'est du ship from store. À l'inverse, quand je suis chez moi et que je repère un produit en ligne et qu'il n'est pas disponible immédiatement, je m'attends à ce que en magasin, on me le mette à ma disposition. Donc là, on est plus sur un système de e-réservation ou un système de click and collect où j'achète en ligne pour pouvoir récupérer mon produit. Ce qu'il faut retenir, c'est que la marque a aujourd'hui l'obligation de suivre le consommateur tout le long de son parcours. On ne peut plus parler de deux channels de communication, un online et un offline. On ne parle plus que d'un seul channel, c'est le consommateur. La marque, l'enseigne, doit suivre le consommateur tout le long de son parcours et donc lui proposer des offres adaptées. D'accord, je comprends. Mais alors, indépendamment justement de ce côté nouveau parcours e-commerce, nouveau parcours IRL qui s'imbriquent l'un dans l'autre, on voit que le consommateur a de nouveaux comportements aussi qui ont changé grâce au digital. Tu peux nous en parler ? Oui, absolument. En fait, il y a eu des gros changements qui se sont opérés depuis la crise, notamment de 2008, où aujourd'hui, on est sur une consommation qui est de plus en plus raisonnée. On recherche des produits, on regarde beaucoup plus l'origine des produits. On cherche à acheter des produits qui sont fabriqués de manière un petit peu plus responsable. Donc, il y a une prise de conscience, on va dire, sociétale et environnementale qu'on peut pas continuer indéfiniment dans cette surconsommation. En parallèle de quoi, j'ai cité 2008. Pourquoi ? Parce que ça a été une grosse crise mondiale où il y a eu des vraies problématiques économiques pour les consommateurs qui ont donc se sont tournés de plus en plus vers des modes de consommation alternatifs, type occasion,
type économie collaborative. Et au-delà de ça, il y a vraiment un phénomène de fond sociétal qui est la volonté de consommer différemment, de passer de la possession à l'usage. On parle de Jeremy Rifkin, la troisième révolution industrielle, mais c'est vraiment une réalité. Aujourd'hui, un jeune, quand il rentre sur le marché du travail, son but dans la vie, c'est pas forcément d'avoir une grosse voiture ou un gros appartement. Il se tourne plus naturellement vers du drive ou du blablacar que nous on le faisait par le passé. Et donc, il est à la recherche de propositions de valeur qui sont différentes. Donc, ces modes de consommation ont évolué. Encore une fois, au départ pour des raisons purement économiques, mais ça a évolué vers des choses plus sociologiques et basées sur une conscience environnementale, où donc on a vu l'émergence de plateformes collaboratives, évidemment des Airbnb, des Uber, etc., qui ont été ces phénomènes amplifiés, permis par les nouvelles technologies. C'est-à-dire que la géolocalisation notamment a permis la mise en relation beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile d'un vendeur et un acheteur ou d'une offre et d'une demande. Donc le phénomène mélangé ont donné lieu à cette explosion de ce nouveau type de consommation dont on constatait que les marques passaient un peu à côté. C'est la question que j'allais te poser, et du coup un peu le titre de ton livre. Justement, les retailers, les grandes marques face à ces nouveaux modes de consommation, comment ils font? Parce que du coup, ils sont un peu bypassés, si je peux me permettre le terme. Oui. Comment ils se réemparent un peu de ce marché? Alors, c'est effectivement tout à fait l'objet de notre livre. Ce qu'on constate, c'est que la réaction des retailers a été très différente d'un secteur à l'autre déjà et d'une marque à l'autre. C'est-à-dire que certaines ont fait la politique de l'autruche en disant ça va passer. Dommage pour elles parce que certaines ont mis la clé sous la porte depuis. On pense à Kodak, que tout le monde connaît. Et d'autres, au contraire, ont compris que plus qu'une menace, c'était vraiment une opportunité business pour elles. Et elles ont eu plusieurs réactions par rapport à ça. Soit elles se sont elles-mêmes mis dans des sujets collaboratifs. On pense à Accor, qui a développé des offres beaucoup plus tournées vers les jeunes. Joe & Joe, qui est finalement une sorte de Airbnb intégré, beaucoup plus communautaire et qui est intégré à leur offre initiale. Donc ils se sont dit, faisons-en une force. Ça nous permet du coup d'avoir accès à une cible beaucoup plus jeune que notre cible précédente. D'autres ont fait des partenariats. Je pense à Maïf avec une start-up qui s'appelle Guest to Guest et qui est une start-up de mise en relation, d'échange, plateforme d'échange de maisons, où ils se sont dit, aujourd'hui, moi, consommateur, je vais de plus en plus échanger ma maison, je vais de plus en plus échanger ma voiture. Faisons en sorte que je développe des offres, des assurances qui sont adaptées à ce type de consommation. Et donc Maïf, c'est un très bon exemple de boîte qui a su s'emparer de ça, de ce nouveau mode et de la location ou de la location à la nuitée, là en l'occurrence pour Guest to Guest, et qui a développé spécialement pour la start-up une offre qui permet de couvrir la personne qui passe une seule nuit chez les gens, d'être couvert en cas de sinistre. Donc c'est vraiment un exemple intelligent d'une grosse boîte qui a compris les enjeux et qui met en place des choses très concrètes qui répondent à ces nouvelles assurances. Alors justement, aujourd'hui, toi, avec Estéphania, donc vous vous êtes rencontrés sur les bancs du MBA DMB. Tout à fait. Vous avez coécrit ensemble le livre dont on a parlé. Et aujourd'hui, donc, vous avez monté une start-up, Place to Swap, qui vise justement sur l'industrie textile à redonner aux marques un pouvoir sur ce marché. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. En fait, comme tu l'as dit très justement, l'idée de Place to Swap, elle part de plusieurs constats. Le premier, c'est donc qu'il y a l'émergence de ces nouveaux modes de consommation, dont l'occasion est finalement la partie visible de l'iceberg, celle qui est la plus répandue et dont l'usage est le plus répandu aujourd'hui. Donc on se disait, cet usage existe et aujourd'hui se fait à l'extérieur de l'écosystème des marques, via des marketplaces de mise en relation, des marketplaces C2C, et qui sont autant de flux financiers et de consommateurs que la marque ne connaît pas, alors que c'est ces produits dont il s'agit. Donc on se dit, c'est un peu dommage que ce marché échappe
à la personne qui, à la base, a produit ce fameux produit qu'on échange. Le deuxième constat, qui est celui là aussi de tous les retailers, c'est que le trafic baisse en magasin de manière dramatique. L'une des raisons principales, c'est évidemment le e-commerce. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le consommateur attend des marques et des retailers que le magasin propose une expérience différente. Donc, un nouveau service, une personnalisation, en tout cas quelque chose qui le différencie d'un achat purement en ligne. Donc, on ne se déplacera pas si en magasin, je ne trouve pas quelque chose qui est différent et qui me fait vivre une expérience plus agréable qu'en ligne. Et le troisième constat, qui est un peu lié au premier de l'émergence du marché de l'occasion, c'est qu'aujourd'hui, les marques, de manière générale, et en particulier celles du textile, qui sont très vilipendées, ont une problématique de durabilité de leurs produits. La fast fashion, encore une fois, est montrée du doigt parce que ils extraient énormément de matières premières et que ils sont en quelque sorte en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, parce que à continuer à produire des produits en masse toutes les 6 semaines, maintenant les collections c'est toutes les 6 semaines, et à renouveler en permanence les collections, ça crée des énormes stocks, des énormes invendus qui derrière sont brûlés. Et en amont, ça crée des extractions de matières premières de plus en plus importantes et de plus en plus coûteuses qui font que demain, à ce rythme-là, dans 40 ans, on pourra plus rien produire du tout. Donc ça, les marques commencent à s'en rendre compte. Il y a eu un rapport en décembre dernier par la Fondation Ellen MacArthur qui montre ça du doigt et qui dit si on fait pas quelque chose aujourd'hui, demain, de toute façon, on n'existera plus. Donc c'est maintenant qu'il faut réagir, c'est maintenant qu'il faut voir et il faut changer notre mode de production. C'est maintenant qu'il faut réfléchir à de nouveaux modèles économiques pour faire en sorte, encore une fois, que dans 40 ans, on existe. Le modèle, on l'a appliqué à la mode dans un premier temps parce que c'est l'industrie la plus polluante, la deuxième industrie la plus polluante après celle des hydrocarbures, et parce que, encore une fois, c'est là où l'usage de l'occasion est le plus répandu. Mais finalement, le sujet s'applique à tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire tous les secteurs dans lesquels il y a un marché de l'occasion. Alors, qu'est-ce que propose Place to Swap? Donc, concrètement, Place to Swap propose aux marques de se réapproprier ce marché de l'occasion, de le réintégrer dans leur proposition de valeur et de faire ce qui est initialement peut être perçu comme une menace, d'en faire une opportunité de business additionnel. Très concrètement, on est une solution en marque blanche qui vient se plugger sur le site de e-commerce des marques, qui est une plateforme de mise en relation vendeur-acheteur d'occasion. Et moi, acheteur, une fois que j'ai déposé mon produit en ligne, quand mon produit est vendu, je récupère un bon d'achat qui me permet de racheter à l'intérieur de la marque. L'une des spécificités par rapport à des choses qui existent déjà ou qui s'en rapprocheraient, c'est que le magasin revient au centre du parcours consommateur et finalement un point relais entre le vendeur et l'acheteur. Donc ça, c'est notre deuxième promesse, c'est qu'on fait une double création de trafic en magasin. Il faut savoir que sur des marques de mass market dans la fringue, le trafic, c'est clé parce qu'on a des taux de transformation très élevés, beaucoup plus élevés que dans d'autres secteurs d'activité, parce que le produit est peu cher et du coup, l'achat d'impulsion est assez important. Donc, avoir une promesse de trafic, et là, en l'occurrence, de double trafic, c'est quelque chose de très fort. Et le troisième avantage pour elles, c'est donc ça leur permet de se positionner sur ces valeurs d'économie circulaire et donc de consommation plus responsable en allongeant la durée de vie de leurs produits et de manière implicite en disant mes produits aujourd'hui ils sont de super bonne qualité et donc ils peuvent avoir une deuxième vie. Donc ils revendiquent, ils légitiment et ils plébiscitent cette deuxième vie, ce qui leur donne une force très forte d'un point de vue image, d'un point de vue communication. Et ce dont on se rend compte, c'est que les premières marques avec lesquelles on a discuté, c'est finalement ce point-là quasiment qui les intéressait le plus. Entre le business, la création de trafic et l'image, c'était presque l'image qui les intéressait le plus dans la proposition. Et alors du coup, tout ça, c'est un épiphénomène ou c'est un phénomène de fond? Alors nous, notre parti pris et ce pourquoi on se bat maintenant depuis ces 2 ans, c'est justement de dire aux marques, ce n'est pas un épiphénomène. C'est quelque chose qui est en train de bouleverser de manière profonde la manière de consommer et qui va donc avoir un impact très fort pour vous. Parce que aujourd'hui, si vous ne réagissez pas dès maintenant et si vous ne récupérez pas dès maintenant ce consommateur d'occasion et au sens large, ce consommateur qui consomme différemment, eh ben, il va prendre l'habitude d'aller ailleurs, donc sur des plateformes tierces,
Le Bon Coin, Vinted, Vide Dressing, et vous, marque, vous, enseigne, vous ne le récupérerez jamais. Il faut savoir que l'occasion, rien que aux États-Unis, sur les 2 dernières années, a doublé en termes de chiffres, et surtout, un chiffre qu'on aime beaucoup donner aux marques qu'on rencontre, un rapport ThredUp qui a été paru au printemps cette année aux États-Unis. ThredUp, c'est l'équivalent de Vinted en France, donc le site leader d'échange d'occasion de produits mass market, on va dire, prévoit que donc d'ici 2021, ce marché de l'occasion va doubler. Aujourd'hui, il représente 19 milliards de dollars. En 2021, il représentera 40 milliards de dollars. Et 40 milliards de dollars, encore une fois, uniquement sur la fashion mass market deuxième main aux États-Unis. Donc ça nous donne une idée du phénomène dans le monde entier. Ce rapport dit aussi que en 2021, l'occasion représentera plus de 10% d'une armoire type et passera même devant la fast fashion en termes de pourcentage. Donc ces chiffres, ils sont vraiment très forts et montrent encore une fois qu'on n'est pas sur un phénomène isolé. C'est une lame de fond dont doivent s'emparer les retailers pour pouvoir avancer et encore une fois faire évoluer leur proposition de valeur, leur modèle économique et pouvoir être pérenne finalement et sustainable puisque c'est le grand terme à la mode dans le temps. Un autre élément que j'aime donner, c'est le rapport de l'occasion avec les produits de luxe. Au départ, avoir un sac d'occasion, c'était plutôt quelque chose dont on avait honte, quelque chose dont on se cachait. Aujourd'hui, il faut savoir que la consommatrice se vante d'avoir fait une super affaire en achetant du coup son Chanel ou son Hermès en deuxième main, parce que non seulement elle l'a payé moins cher, mais en plus, il est un peu patiné avec le temps, donc il est presque plus beau. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. On a discuté avec une personne qui détient une marketplace en C2C de produits de luxe uniquement, et me dit il y a eu un changement très net depuis 2 ans. La consommatrice, encore une fois, aujourd'hui, est fière, voire se vante, voire revendique d'avoir un produit d'occasion. Parce que ça va lui permettre en plus de renouveler plus régulièrement. Et puis surtout, elle se dit bah voilà, j'ai un super produit qui est encore plus beau qu'avant parce que il a cette teinte du temps. Donc et elle est dans une démarche éthique et responsable. Et elle est dans une démarche éthique et responsable. Et elle se dit, moi de la même manière que je loue, moi je vais mettre en location ou je vais vendre des produits qui sont dans ma armoire que j'ai mis 2 fois, ça n'a aucun sens. Autant leur donner une deuxième vie et autant faire profiter quelqu'un d'autre que moi de ce produit qui à la base est un produit de qualité. Et justement, alors aujourd'hui, est-ce qu'on a quelques marques avec lesquelles on peut tester le service Place to Swap ? Alors, on lance cette semaine même, là, donc on est sur des charbons ardents, la première marque, en l'occurrence, qui est Camaïeu. Donc, une vraie marque à forte notoriété. Félicitations. Merci. Ça a été des longs mois de développement, mais donc on est ravis de voir aujourd'hui le fruit de ce travail et la réalisation vraiment opérationnelle. Donc, depuis cette semaine, possible sur le site de Camaïeu, dans un certain nombre de magasins pilotes, c'est pas encore dans toute la France, mais en l'occurrence à Paris et à Lille. Possibilité de déposer des produits de toutes marques. Camaïeu a ouvert à toutes les marques parce qu'ils voyaient le potentiel, encore une fois, de création de trafic en magasin. C'est ça qui les a interpellés. Et donc, possibilité de déposer des produits de toutes les marques dans une 20aine de magasins en France. En échange de quoi on récupère du cash pour idéalement racheter au sein de Camaïeu. Il y aura une petite surprise d'ailleurs pour les premiers qui procèdent à l'échange en magasin. Voilà, on est ravis parce qu'encore une fois, c'est la concrétisation du travail et le consommateur va enfin parler. Et alors ça se passe sur le site de Camaïeu ? C'est sur le site de Camaïeu, une rubrique qui s'appelle Camaïeu et compagnie, le vide dressing, qui renvoie vers la plateforme d'échange, de mise en relation vendeur-acheteur, qui est donc opérée, modérée, hébergée par nous, par Place to Swap. Eh bien, merci Lucie pour cette interview. Merci Sophie de m'avoir donné l'occasion de parler de ces sujets qui me tiennent à cœur. Alors, si on veut suivre l'actualité de Lucie ou de Place to Swap, on fait comment ? Alors, on est à peu près sur tous les réseaux sociaux, donc normalement vous nous trouverez facilement, donc sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, avec Place to Swap, #Place to Swap. Eh bien, merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur le MBA Digital Marketing and Business, rendez-vous sur le site efap.com.